Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale de notre pays sur la télévision nationale. Ce soir, nous braquons nos projecteurs sur un enjeu majeur de la vie quotidienne des citoyens, à savoir le transport terrestre en Guinée, un secteur stratégique, mais longtemps fragilisé par la vétusté du parc automobile, l'encombrement urbain, le désordre routier et l'insuffisance des infrastructures, avec une densité de circulation croissante, plus de 850 000 véhicules enregistrés en 2024 selon les données de la Direction nationale du transport terrestre. Les défis sont nombreux: amélioration de la mobilité urbaine, digitalisation des services et professionnalisation des acteurs, sécurité routière et assainissement du cadre réglementaire. Pour en parler, le Grand Angle reçoit ce soir M. Nabi Idrissa Diallo. Il est le directeur national du transport terrestre. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission pour éclairer sur les réformes engagées, les innovations en cours et les perspectives d'un secteur au cœur des priorités gouvernementales sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Et puis, dans le focus de nos chroniqueurs, nous reviendrons sur un fait divers qui a profondément choqué les populations: l'incendie survenu lundi à l'école primaire Elhadj Oumar Tall dans la commune de Matam, ici à Conakry. Un sinistre dont l'origine demeure inconnue pour l'heure, mais qui a malheureusement fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels. Un événement qui soulève des interrogations sur la sécurité dans nos établissements scolaires et les mesures de prévention encore nécessaires. Un plateau riche, des analyses pointues et un regard croisé sur les enjeux du moment. Grand Angle, ça commence tout de suite avec nos chroniqueurs. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous et bonsoir aux téléspectateurs. Oui. Bonsoir, un grand bonsoir et toute ma pensée pieuse va vers les travailleurs des banques de Guinée. Oui, banque et assurance. Oui, banque et assurance, surtout les dossiers de M. Abdoulaye Sow, oui, secrétaire général de la FESABank. Oui. On le connaît dans ce milieu depuis des années. Oui. Il s'est battu, il a porté haut la voix des banques et assurances de Guinée pendant longtemps, pendant des années. Et aujourd'hui, au petit matin, il a rendu l'âme suite à une maladie qu'il a emportée bien malheureusement. Oui. Mes pensées pieuses vont... nos condoléances à sa famille biologique et professionnelle. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Djembono, bonsoir aux usagers du tronçon Conakry-Kindia. Il y a un téléspectateur qui m'a dit que quand Idrissa dit bonsoir à quelqu'un, le plus souvent, c'est pas amical. Hein? Non, c'est bonsoir aujourd'hui. Oui, c'est amical. Il est simple, court et amical. Et amical. Mamadou Ali Moussoari, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, David. Bonsoir aux enseignants de la Guinée qui, après des négociations intenses, viennent de rejeter le protocole d'accord qui a été signé entre le SLEG et le gouvernement. Ils l'ont rejeté? Oui, ils ont rejeté le SNE, le syndicat national de l'éducation et de la fédération patronale de l'éducation. Ils ont rejeté. Je pense que l'État va peut-être penser aux journalistes parce que ce qu'ils ont rejeté, ça c'est beaucoup pour nous. Parce que si vous prenez les primes de CREI, quittent de 150 000 à 500 000. Sauf que les journalistes ne touchent pas à la CREI, oui. Oui, mais... le micro. On peut intervertir sur ça. Il n'y a pas de problème. Également, ils ont eu une prime de documentation de 1,5 million, ce qui a fait en tout près de 2 millions d'augmentation. Même si toutefois, nous, on trouvait vraiment une ouverture pour augmenter ça. Je pense que les journalistes allaient se frotter les mains. Alors, je dis bonsoir parce qu'aujourd'hui, la manifestation a pris une autre envergure. Laquelle manifestation? Le débrayage. Oui, bien sûr. On croyait que c'était fini hier. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Si vous prenez la commune de Ratoma, il y a eu 3 écoles qui ont été agressées, notamment le long de cette route qui mène vers Koza. Il y a eu 3 écoles qui ont été agressées. Et à Koya aussi, je viens juste d'apprendre qu'il y a eu 2 écoles. Il y a eu même un principal d'un collège qui a été blessé. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui, ce sont des élèves qui
sont inscrits dans ces écoles publiques par manque de professeurs qui sortent dans ces écoles et viennent agresser les écoles privées qui sont en train d'étudier. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution à ce problème parce que le SLEG est allé négocier seul, ça les autres, signer un protocole d'accord, ça les autres. Je pense à un moment donné, il faut qu'on arrive à savoir. On reviendra à sur l'éducation avec l'incendie du côté des Dixine. Voilà, ceux qui sont, par exemple, qui n'étudient pas, ils viennent empêcher les autres d'étudier. Les écoles privées n'ont rien à voir dans cette absolument rien. Ceux qui sont là n'ont rien à voir là-dedans. Moussa Kouyaté, bonsoir. Oui, bonsoir David et bonsoir à tous. On a appris également qu'il y a des écoles qui ont été agressées du côté de Télémélé. Je rejoins effectivement Ali Moussoiré. Si les syndicats, s'ils ont rejeté le peu qu'ils ont obtenu là, nous, journalistes, on a vraiment besoin de ça. Oui, parce que, pas que l'éducation dans ce pays-là, il y a vraiment d'autres secteurs qui ont énormément besoin. Les enseignants vont vous dire que mais vous aussi faites votre débrayage là. Non. Pour le moment, l'État a fait quand même des efforts pour les accompagner. Mais si eux, ils refusent vraiment ce petit accompagnement, je pense que nous qui sommes de l'autre côté, on a vraiment besoin de ça. Est-ce que c'est des bons syndicalistes? Parce qu'on me dit souvent, le syndicalisme, il faut prendre ça et puis tu continues. Mais il ne faut pas rejeter. Même si David, pour terminer, nous journalistes, même si on a la moitié de ce qu'ils ont eu aujourd'hui, je pense que ça peut vraiment... 1 million 250. Ça peut vraiment aller 250 000. Voilà, si on ajoute ça... Oui, la moitié, c'est bon. Pas la totalité, mais juste la moitié. Je pense que c'est bon. Ça peut acheter ou à 14 heures. Alors qu'ici, les techniciens sont là, nuit et jour, il y a des gens qui passent la nuit ici, ça ne dort pas. Je pense que nous, on a vraiment besoin de ce montant-là. Ok, on en a besoin. Je ne sais pas comment la coordination a géré, sinon hier, il y a un ancien qui nous a laissé un message qui va venir dans l'émission. Bon, peut-être que les malheureusement, il est à l'intérieur du pays. Il est à l'intérieur. Ils ont rejeté parce qu'il n'y a pas de prime de transport. Et nous, on n'a pas de transport ici. Pour le faire venir. Voilà donc pour le plateau de cette émission. Vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en direct sur TikTok et Instagram Grand Angle. Vous pouvez nous joindre en nous écrivant à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Idrissa, vous avez dit que cette adresse mail, il y a beaucoup de réactions là-dessus. Il y a eu assez de réactions des téléspectateurs de la Guinée hors de nos frontières. On a eu assez de messages, ça il faut le connaître. Peut-être que Ali, on va essayer de faire une synthèse. Voilà, il faut qu'on balance un peu entre le message du parce que là, il faut l'avouer, on a assez de messages sur notre adresse mail. L'adresse mail, toutes nos excuses si on n'a pas lu très tôt vos messages. En tout cas, sur l'adresse mail Grand Angle RTG Guinée, rtgcoloma@gmail.com. Nous allons dorénavant relayer vos messages. Vous pouvez nous écrire aussi des messages au 627 53 09 99, 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, il vous suffit simplement d'ajouter le code de la Guinée, le 00224. Voilà pour le plateau de ce numéro. Dans un instant, on se rend à l'école primaire Elhadji Oumar Atal dans la commune de Matama. Hier, il y a eu un incendie. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Et on nous apprend que les enfants sont restés pendant longtemps en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. On en parle juste après. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale.
De retour donc sur ce plateau et bienvenue à vous. Si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez, nous parlons donc de notre focus avec l'incendie survenu hier lundi 1er décembre à l'école primaire El Hadj Oumar Tall, c'est dans la commune de Matam. Idrissa Cissé, vous avez bien suivi cette actualité de ce côté? Oui, il faut avouer, l'école El Hadj Oumar Tall est située entre Mafanko et Madina, pas trop loin de la corniche. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon quelques informations qu'on a eues auprès des riverains, des témoins, il paraît que c'est un établissement, c'est un immeuble qui est contigu à l'école. L'immeuble, c'est, je crois, des appartements étaient occupés par l'école, mais finalement, l'école a rendu, mais ils occupent, je crois, les 3 et les 4e niveaux. C'est pourquoi, justement, quand il y a eu incendie, les élèves qui étaient en train de réviser dans des salles de classe n'ont pas pu descendre parce que, selon les informations qu'on a eues, le feu serait parti d'un centre de soudure au niveau de la partie inférieure de l'immeuble. Exactement, donc c'est pourquoi l'accès était compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la bravoure, l'improvisation avec laquelle les jeunes de Madina et Mafanko ont pu sauver ces enfants qui sont restés bloqués dans les salles de classe. Contrairement aux informations qu'on a eues à glaner par là, par-ci et par-là sur les réseaux sociaux, les gens disent que les enseignants ont abandonné les élèves. Tel n'était pas le cas. Si les élèves ont été sauvés, la grande partie, la grande partie revient à un enseignant, le mérite revient à un enseignant qui est resté, qui a vraiment accepté de mettre sa vie en danger pour sauver les tout petits. Parce qu'il faut avouer, c'est des classes, c'est le primaire, c'est des enfants du primaire qui étaient en cours de révision. Très malheureusement, quand l'incendie s'est déclaré, les issues étaient bloquées au niveau des escaliers et tout. Mais après, les gens parlent des sapeurs-pompiers, vous l'avez dit dans votre introduction aussi. C'est vrai, quel que soit l'équipement qu'on donne à ces sapeurs-pompiers, si on n'a pas un bon plan d'urbanisation, l'accès, c'est vraiment un problème. Pour celui qui connaît le marché Madina, pour celui qui connaît le quartier Madina, il faut pas s'y aventurer. Voilà, je pense que c'est déjà un pari qui est déjà déjà c'était le premier jour de la semaine, et ça trouve que Madina souvent est très rempli, et maintenant si une école se trouve dans un endroit où l'accès est difficile, en cas d'incendie, ça devient très difficile pour les sapeurs. Au-delà de tout ce que je n'arrive pas à comprendre, je me demande comment les autorités de l'éducation au niveau de la commune de Matam ont pu fermer les yeux sur cet établissement qui recevait des enfants. Si vous avez la chance, peut-être ou malchance de visiter ce local, vous ne pouvez pas admettre qu'on te dise qu'il y a des apprenants qui sont dans ce... Rien, ça ne répond à aucune rien. Norme rien n'est respecté. Après, il faut... ce pays, on parle souvent de changement, mais ce changement, c'est tout le monde. C'est moi, c'est toi, c'est ce caméraman qui nous regarde. Chacun doit jouer son rôle comme cela est permis. Si toi, inspecteur communal, tu sais que ce bâtiment n'est pas habilité à recevoir des enseignants, mais à cause de quelque chose, je ne sais pas, tu fermes les yeux, tu fais un rapport sur lequel on dit non, l'école répond aux normes et tout. Le directeur communal, oui, certes, c'est son devoir de sillonner tous les établissements, mais après, il s'en tient à un rapport. Le ministre, c'est la même chose. J'ai vu hier un ministre Sedi choqué, si vous voulez, abattu par rapport à cette... Parce qu'on ne peut pas... En découvrant l'école, quoi. Oui, non. Les malades à l'hôpital. Quand il a vu les enfants, en fait, tout se lisait sur son visage. Je me dis que ce pays, on n'a pas besoin de ça. Chacun pense que le développement, c'est l'autre qui doit bien faire, oubliant ce que lui doit faire. Je me dis que la petite portion de pouvoir qu'on a, on doit l'exercer avec patriotisme. Hier, on parlait de ces gendarmes sur la route de Kindia. Tant que cet enseignant, cet inspecteur communal qui pense que non, si ce fondateur me donne 500 000, 800 000, 1 million à la fin du mois, ça me permet de faire un rapport qui n'est pas contrôlé, on ne va jamais s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. En attendant, les anciens, je crois qu'ils se plaisent beaucoup plus dans les revendications salariales. Ce qu'il faut rajouter, il faut signaler que cette école El Hadj Oumar Tall était logée dans un autre local. Au fait, le propriétaire aurait décidé de revendre le coin en question où El Hadj Oumar Tall était les années passées. C'est privé. Il y avait un établissement où ils étaient. Donc, quand le propriétaire a revendu cet établissement, c'est cet immeuble-là inachevé
je reviens de ce inachevé qui a été pris pour loger les enfants. Pour envoyer les enfants. Pour envoyer les enfants. Oui. Et même en voyant les installations, tu sens que c'est un immeuble qui est en chantier. Oui. Et il a dit, les enfants, vous avez vu l'âge, la tranche d'âge des enfants qu'on faisait chuter à partir des fenêtres. Ils étaient, je crois, 3e, 4e ou même 5e. 3e, 4e. Ils se retrouvaient là. Quand vous rentrez dans l'immeuble, vous voyez, c'est comme si vous vous retrouvez dans un labyrinthe. Oui. Franchement, c'est un immeuble. En fait, moi, j'interpelle ici la direction nationale des infrastructures scolaires. Parce qu'une école, ça se construit. Il y a des normes. Il y a des normes, ça se construit. Oui. On ne prend pas un bâtiment comme ça, hop, il ne faut pas que mon marché tombe. Il faut que jamais mon école, il faut que je fasse transférer mon école dans tel établissement. Parce qu'il est vide, parce qu'il n'est pas encore habitué. Mais comment on peut avoir de la soudure au rez-de-chaussée et avoir des enfants à l'étage? Mais moi, j'ai vu les images hier, j'étais sidéré. Mais ça m'a choqué, mais toute la nuit. On communiquait dessus hier. Ça aurait pu être nos enfants. Et toute ma prière, c'était qu'il n'y ait pas mort d'homme. Et heureusement, Dieu faisant les choses, il n'y a pas eu mort d'homme. Et franchement, je reviens là-dessus, je salue ces jeunes qui se sont donnés corps et âme. La solidarité. La solidarité. Un matelas qui a sauvé tant de vies. Des centaines d'enfants qui se retrouvent coincés. Et il y avait même 2 ou 3 fillettes qui étaient arrêtées sur une dalle, sur une terrasse, mais à ciel ouvert comme ça, c'est-à-dire elles pouvaient tomber. Qui était là, qui avait le regard perdu. Mais qui va me sauver? Comment je vais partir de là? Il n'y a pas d'issue. Est-ce que c'est un établissement? Moi, je pense que c'est arrivé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais les responsabilités doivent être situées. Les responsabilités doivent être situées. C'est vrai, il n'y a pas eu mort d'homme. Pour ne pas que ça se répète, pour ne plus que cela se répète, et il nous faut des... Ils sont quand même en train de faire assez d'efforts, le gouvernement. On a tellement de belles écoles aujourd'hui. Moi, dans mon quartier, il y a une école aujourd'hui qui n'a rien à envier à un privé. Climatisé et tout flambant neuf. Tu n'as rien à envier à... Ils sont quand même en train de faire... Moi, je pense que cet effort doit continuer et que la Direction nationale des infrastructures scolaires doit désormais veiller à chaque rentrée, passer dans toutes les communes, voir quelle école est située où et dans quelles conditions les enfants là doivent étudier. Et hier, c'est Dieu qui nous a sauvés. On a échappé, mais ça allait être un drame. Plus de 100 élèves, plus de 100 enfants. Il y avait même des enfants qu'on sortait qui étaient étouffés, qui ne pouvaient plus tenir. Heureusement que ces jeunes étaient là. C'est vrai, les sapeurs-pompiers ont fait assez de choses parce qu'il y a un qui a témoigné que c'est grâce aux sapeurs-pompiers qu'on a pu éteindre et voir rentrer dans l'immeuble. Parce que tu ne pouvais même pas avoir accès à l'immeuble. Tellement que c'était pas fait pour l'école. Franchement, on interpelle encore une fois le ministère. Il est bien beau d'aller voir les victimes après pour calmer les parents parce que les parents étaient sous le choc. Il y en a qui criaient, qui ne retrouvaient même plus les enfants et qui étaient là perdus. C'est bien beau de se rendre, voir les victimes et voir leur état d'âme, mais il est préférable de prévoir. La prévention est toujours mieux. Il faut voir ces écoles qui, moi j'ai l'argent aujourd'hui, je ne peux pas me lever, aller construire devant l'RTG parce que c'est un domaine qui m'appartient et faire n'importe quoi. Non, ça doit pas. C'est pas ma vie, ce ne sont même pas peut-être mes enfants qui vont y étudier. Ce sont les enfants d'autrui qui viennent étudier. Il faut vraiment qu'on soit calé dessus et qu'on soit vraiment, qu'il y ait un peu de rigueur. Qu'on soit surtout responsable là-dessus. Moussa, Safia le disait, je crois les parents aussi ont une certaine responsabilité. C'est bien beau de dire mon enfant étudie dans une école privée et que je parviens à payer, mais c'est mieux de voir l'école là où l'enfant étudie. La qualité de l'établissement. Oui, moi David, la question que je me pose, est-ce que cette école a vraiment sa place à Madina pour ceux ou celles qui connaissent vraiment Madina. Déjà, la pollution sonore déjà n'est pas un bon endroit. Ça ne permet pas d'apprendre. Qui est le poumon économique disons, de la Guinée pour ceux qui connaissent Madina. Franchement, je me demande, ce n'est pas un endroit approprié pour installer une école, fût-elle publique ou privée. Que ce soit public ou privé. Ça, c'est vraiment la première interrogation. Alors, l'autre chose, les autres l'ont dit, je ne reviens pas là-dessus. Moi, franchement, j'apprécie les jeunes. Les jeunes qui ont travaillé hier pour sauver ces enfants-là qui étaient bloqués au 4e étage. Moussa, en général, le Guinéen est très solidaire. On a vu avec l'incendie. En général, quand il y a drame dans les accidents, le plus souvent, on voit cette solidarité. C'est vrai, c'était vraiment la présence de ces jeunes-là. Ah non, ils ont sauvé hier. On allait assister au drame. C'est le mot, n'hésitons pas. Donc, ce que je dis à ce niveau, il faudrait que ces jeunes-là soient... Je ne dis pas qu'on les récompense, parce qu'on ne peut pas vraiment les récompenser. Qu'ils aient les remerciements mais qu'ils soient vraiment reçus par la plus haute autorité du pays. Parce qu'on a vu quand même
si je prends l'exemple en France, le jeune qui a sauvé un enfant, le jeune Gassama a été reçu par le président Macron et qui a même bénéficié de la nationalité et puis l'intégration dans la police. On peut vraiment faire la même chose ici, surtout que ce sont nos compatriotes qui ont fourni des efforts comme ça devant le monde entier, il faut le dire, devant le monde entier. C'est vraiment le moment de les accueillir, de les féliciter, de les remercier. Pour leur dire merci parce qu'on ne peut vraiment pas les récompenser. Ils ont sauvé des vies, une situation dramatique. Soirée, ce qui est pire dans tout ça, c'est que l'origine de l'incendie est inconnue. D'abord, l'origine est inconnue parce que le plus souvent c'est comme ça. Après, on va accuser des courts-circuits. Ou on va ouvrir des enquêtes qu'on ne ferme jamais. Des enquêtes qui ne seront jamais fermées. Je veux satisfaire Cissé et sa fille qui sont en train de parler de ces inspections ou de ces directions communales de l'éducation. Ils ne seront jamais sur le terrain. Ils ne sont jamais sur le terrain. À quelle heure? Et pourtant, elles doivent y être, ces directions-là quand même. Le directeur communal de l'éducation de Matam est arrivé. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, on connaît que l'école... Il est arrivé tard, quoi? Très tard. Une concession scolaire ne peut pas aller avec certains métiers. Parce que celui qui étudie, il a besoin vraiment de calme. Calme quand même. Normalement, si on doit ouvrir, même si c'est une école privée, tu ne dois pas venir seulement ouvrir pour ouvrir. Il faut connaître quelles sont les normes. Est-ce que également le lieu est favorable pour une école? Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, est-ce que même ces écoles ont l'autorisation d'ouvrir? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles clandestines sans agrément. Sans agrément aujourd'hui. Ça, c'est un autre problème. Donc, il faut qu'il arrive à quitter les bureaux, aller sur le terrain. Ce n'est pas venir rendre visite à ceux qui sont blessés après. Moi, comme ils ont dit, le seul point positif que j'ai vu, c'est vraiment l'appui, la solidarité de ces jeunes qui se sont levés et le combat des sapeurs-pompiers et qui se sont sacrifiés vraiment pour sauver des vies. Sinon, au niveau du système éducatif, vraiment, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est très grave. Sinon, ce matin, même hier, on devrait se rendre, pas seulement à l'hôpital, il faut se rendre pour voir là où se trouve l'école. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ils ont été. Pour le moment, on n'a pas vu. On les a vus beaucoup plus au niveau de l'hôpital qu'à l'école. On ne suit pas le ministre. Et également prendre des décisions. Les premières mesures devraient tomber. Les premières mesures devraient tomber. Ça devait être avec effet immédiat. La fermeture également. Je n'ai pas dit qu'on va emprisonner, mais on devrait interpeller les responsables, situer les responsabilités. Pour les entendre également, demander un rapport détaillé de la direction communale de l'éducation de Matam pour nous dire comment une école peut cohabiter avec certains métiers dont on ne peut pas se concentrer. Parce que dans une école, si tu ne peux pas te concentrer, tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un vous dira que Matam, globalement, la commune, c'est dominé par le marché. Même si c'est dominé par le marché, on peut dire, si vous prenez l'immeuble... Parce que Matam, ça commence à partir du jardin 2 octobre, là, et ça s'arrête à partir de Bonfils. Si on vous dit, si vous prenez l'immeuble là... Et au milieu, il y a un grand. Alors, vous prenez l'immeuble entier. Si vous laissez l'immeuble. Mais on ne peut pas faire, par exemple, excusez-moi, des métiers, la forge ici, les commerçants sont là, ça dépend les élèves de l'autre côté. Avec le propriétaire du bâtiment. Et c'est ce que je dis, c'est soit le propriétaire peut-être n'a juste pas voulu perdre son marché de l'année. Il dit, écoute, il y a un local, il faut que je le... Lui, il est commerçant. Maintenant, le fondateur qui est venu faire ce contrat, c'est la direction communale de l'éducation qui doit venir pour dire, attention, ici... Est-ce que la direction communale de l'éducation avait même compris qu'il y a une école dans ce lieu-là? C'est justement là le rôle de l'inspecteur communal. C'est là justement d'où intervient le rôle de l'inspecteur communal. Parce que c'est ce que j'ai dit. Peut-être le ministre s'est dit, voilà, le premier ministre, c'est tout un département. Ça, c'est le central. Voilà, c'est le central. On ne peut pas gérer tous ces détails. Mais c'est pourquoi il y a quelqu'un qui est décentralisé. Exactement, qui est là. Tant ne peut pas qu'à ce niveau, on n'arrive pas à poser... Qui ne connaît pas, il y a une école là. Voilà, tant qu'on n'arrive pas à poser des actes réels qui puissent aider la nation, le développement... C'est difficile. L'allumage sera difficile. Très difficile, comme grand temps.
C'est pas autogol, mais c'est lourd des fois. Je ne te voyais pas venir. Ouais, Alimou, on va prendre autogol. Bonsoir, Mamadou Samba, je suis à Kindia, précisément à Kolenté, je vous suis. Bonsoir à Grand Angle, c'est Lamara Nabari depuis Mambia, carton rouge à Alimou Soirée, de m'avoir censuré hier. Je n'ai rien dit de mal, encore carton rouge. Je pense que c'était un message dont il y avait certains mots qu'on devrait sauter. À mon avis, la fibre patriotique doit primer sur nos intérêts personnels. Que fait l'inspection générale de l'éducation? Nos concessions scolaires doivent être bien protégées. Mamadou Kouta Kamara, depuis Sangoya, merci à vous, on prend ce dernier. Bonsoir, je vous suis depuis le district frontalier Kolenda, dans la sous-préfecture de Doko à Sigiri. Saluer les jeunes qui ont sauvé ces enfants de l'incendie et prôner leur intégration dans le service de sapeurs-pompiers parce qu'ils ont été plus utiles que le service. Je pense que le service aussi était là-bas. Ouais, le service était là-bas. Peut-être si on doit les ajouter à la liste des sapeurs-pompiers, ce serait pas mal, mais il faut saluer aussi le mérite des sapeurs-pompiers qui, le plus souvent, sont pris en partie par des citoyens. Il y en a qui refusent de laisser la route. L'accès est difficile, on klaxonne. Il y en a qui pensent que non, c'est pas la peine de leur laisser la route. Alors, ils se battent quand même tant bien que mal, ces sapeurs-pompiers. Chapeau à vous et merci à ces jeunes-là qui ont donc aidé à sauver ces jeunes Guinéens futurs au cadre de notre pays, qui malheureusement étaient hier dans un incendie qui aurait peut-être coûté le pire à cette école et à notre pays. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce focus. Dans un instant, on va parler du transport routier dans notre pays. On aura M. Nabi Idrissa Diallo. Il est le directeur national du transport terrestre. Avec lui, nous reviendrons sur les réformes engagées. On va parler de la circulation des taxis motos dans Conakry. Ce sera juste après la pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, de retour donc sur ce plateau au compte de la deuxième partie de notre émission Grand Angle et nous parlons de la problématique du transport terrestre dans notre pays avec une densité de circulation croissante. Plus de 850 000 véhicules enregistrés en 2024 selon les données de la Direction nationale du transport terrestre. Innovation, réforme, tout cela, on en parle tout de suite avec M. Nabi Idrissa Diallo. Il est le directeur national du transport terrestre.
Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue sur le plateau des Grands Angles. Bonsoir, Monsieur David. Oui. Alors, première question tout de suite. Oui. Le transport à Conakry, ça se passe comment? Le transport urbain, on commence par la capitale d'abord. D'accord, bon, d'abord je vous remercie de l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer. Je commencerai par remercier tous mes cadres et agents de la Direction nationale transport terrestre qui m'ont bien accueilli parce que moi je viens d'arriver dans la fonction publique. D'accord. Le mois de novembre, là, j'ai fait 1 an, pile poil. Et donc je remercie vraiment pour la collaboration que j'ai trouvée. Je profite aussi de l'occasion pour remercier mon ministre et le chef de l'État pour avoir porté leur confiance sur ma modeste personne. D'accord. Par rapport à votre question, c'est vrai, il y a aujourd'hui une croissance exponentielle des véhicules, des motos, de tout ce qui est transport routier. Donc, et le gouvernement se bat tous les jours, surtout pour améliorer la mobilité de nos concitoyens. D'accord. Et c'est en ce sens que vous avez vu des mesures qui ont commencé, certaines choses qui avaient déjà commencé, dont on est en train de continuer, comme on dit que l'État c'est la continuité. Tout à fait. Mais on essaye de faire les choses de façon pédagogique, de façon consensuelle, avec tous les acteurs du secteur. Parce que la législation elle est bonne, la réglementation elle est bonne, mais il faut qu'elle soit comprise. Il faut que les gens qui doivent appliquer cette réglementation... Monsieur Diallo, quand vous dites de façon consensuelle, le temps presse. Oui. Conakry explose aujourd'hui. La capitale est allée aujourd'hui, Dubrika, Koya sont aujourd'hui complètement avalés carrément. Et si aujourd'hui on voit l'affluence des motos dans le transport, les tricycles qu'on appelle bonbonna chez nous, tout cela, si on fait ça avec un consensus, on laisse la législation, est-ce qu'on ne va pas traîner un peu avant de peut-être sortir la tête de l'eau? Dans le secteur du transport terrestre notamment. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, heureusement, il y a un processus qui est en train d'aboutir. D'accord. Le processus de permis moto, par exemple, je crois que ça, tout le monde est au courant, ça fait la une des réseaux sociaux. Par exemple, ça, c'est un processus que nous, on a commencé en mars 2025, dans les bureaux de la Direction nationale transport terrestre. C'est un processus qui concerne d'abord les syndicats, et après les autres professionnels en tant qu'usagers conducteurs. D'accord. Donc c'est quelque chose qui existe dans la législation depuis très longtemps. D'accord. Parce que quand vous prenez le code de la route guinéenne, les permis moto, ça a toujours existé dedans, mais ça n'a jamais été mis en application. Donc on ne peut pas venir du jour au lendemain dire aux gens, c'est imposé, vous le faites parce qu'on risque de créer des problèmes dans la cité. Et l'objectif de la réglementation, c'est vraiment qu'elle passe en douceur. Donc c'est pour cela qu'on a appelé d'abord les syndicats chez nous, on a discuté avec eux, on les a sensibilisés, on leur a montré la réglementation, eux-mêmes ils ont vu que le code de la route le prévoit, et le projet de décret qui est là pour l'application du code de la route, qui est une loi de l'Assemblée nationale, le prévoit. Donc on leur a montré, et ce projet de décret d'ailleurs, je profite pour vous informer, il y a eu une relecture du projet de décret de code de la route à la fonction publique. Donc normalement, dans les prochains jours, c'est un décret qui devrait être promulgué, le code de la route. Donc c'est pour cela qu'on a choisi vraiment de travailler dans le consensus, parce qu'il ne faut pas imposer les choses. Et d'ailleurs, les permis, ça part d'abord de la formation. Parce qu'on ne peut pas donner un permis à quelqu'un qui n'est pas formé. Tout à fait. Je le dis toujours, on ne peut pas donner du bistouri à un médecin qui n'a pas suivi ses classes de médecine. Non. Donc c'est la même chose pour un motard. Parce que s'il ne sait pas quand est-ce qu'il faut doubler, comment se comporter, une moto qui n'est pas en bonne condition mécanique, il ne faut pas la rouler. S'il ne sait pas ça, tu lui donnes un permis. C'est comme si tu donnais à un assassin. La marche. Exactement. Tout simplement. Directeur, en attendant, comme David l'a souligné, c'est compliqué pour celui qui voit ces tricycles, ces quelques taxis, motards circuler. C'est vraiment effrayant. Le plus souvent, dès que tu es en conflit avec eux, tu te rends compte que le monsieur qui est en face de toi, lui-même, il ne sait pas s'il a commis des infractions. En attendant, qu'est-ce qu'il faut
pour au moins les protéger les usagers dans l'ensemble, protéger la population guinéenne. Parce que s'il faut attendre que la législation, comme vous le dites, que les règles passent avec douceur, en attendant, les véhicules sont en train de rouler. Bon, le processus là est lancé. Oui. Le centre d'examen a été inauguré au CEPERTAM. Il y a déjà 25 auto-écoles qui sont agréées pour la formation pour les permis moto. Donc, nous, on se donne à peu près, dans le processus, on se donne 6 mois pour essayer de donner le maximum de permis moto. Il y a une commission qu'on doit former de tous les acteurs qui va se réunir tous les mois pour faire un rapport d'étape, une évaluation d'étape par rapport à ce qui se passe. Mais aussi, bon, c'est quelque chose qu'on a hérité, ça part de loin. Donc, mais vous l'avez hérité, c'est pour changer quand même, non? C'est pour changer, effectivement. C'est pour cela qu'on parle de refondation et de rectification. Voilà. Le mot n'est pas, les mots là ne sont pas anodins. Non. Ils ne sont pas mal choisis. Ok. Donc aujourd'hui, on est dans un processus de rectification. Les taxis motos, aujourd'hui, c'est une réalité dans notre pays. Ça fait vivre des familles. Oui, bien sûr. On ne peut pas venir imposer aux gens pour leur dire non, vous ne devez pas travailler parce que vous n'avez pas de permis. Tant que vous n'avez pas le permis, vous n'allez pas travailler. Ça va créer des problèmes. Ça va créer d'autres problèmes. Il y a des familles guinéennes qui ne vont pas manger. Et on n'est pas là pour ça. C'est pour cela. Pour eux, on a aménagé un programme spécial. Comme c'est déjà des praticiens, ils connaissent déjà ce que c'est que la moto. Ils sont en activité depuis des années. Il y a un programme sur une semaine pour eux, pour qu'ils aient leur permis. Parce qu'ils ont besoin de la formation théorique, pas de la formation pratique. Mais cela ne les exempte pas du test pratique. On est d'accord. Malgré qu'ils sont en activité, ils vont faire la formation théorique et après ils vont faire le test pratique et théorique. Les agressions qui seront ce plateau. Tous ceux qui voudront avoir un permis vont faire le test pratique et théorique avant d'avoir le permis. Et ce test-là est fait par des agents agréés. Des spécialistes, voilà, des spécialistes de la Direction nationale transportable. D'accord. Il y a certains qui ont fait plus de 15 ans, qui ont plus de 15 ans d'expérience. Je sais. Alors, dites-nous, monsieur le directeur, tes agressions, tu les arrêtes maintenant. Est-ce que vous connaissez le nombre de taxis en moto et de tricycles qui sont enregistrés chez nous? Parce que chaque jour, on voit des nouveaux chauffeurs. Ah oui. Bon, je ne m'attendais pas à la question. Je ne peux pas vous répondre tout de suite, du tic au tac. Mais normalement, on a les statistiques des immatriculations. Les chiffres existent. À travers les immatriculations. Oui, alors, monsieur le directeur, le ministre Gawal a fait 2 annonces phares. La première annonce, il a parlé de l'installation des caméras de surveillance dans plusieurs endroits de Conakry. À ce niveau, il a invité vraiment les policiers à éviter des tracasseries sur la route. L'autre aspect, c'est également par rapport à ces permis de conduire. Moi, ma question, c'est au niveau du prix. Vous parlez de 800 et quelques mille francs. 880 000 francs, merci pour le mot. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce montant-là semble être élevé? Ok, justement, ce fut vraiment la question cruciale, nodale, quand on s'est rencontré avec les syndicats. Il faut savoir que le prix était au départ à 1,1 million. Et dans les 1,1 million là, il y a 580 000 qui sont incompressibles. Parce que c'est un prix fixé conjointement entre le ministère des Transports et le ministère des Finances. D'accord. Donc c'est un prix fixé par arrêté. Donc c'est quelque chose en tant que direction nationale qu'on ne peut pas toucher. Non. Donc, les seuls éléments sur lesquels on pouvait agir, c'était les accessoires à ce 580 000. Et sur ça, les auto-écoles, on les a appelés à la table, on leur a dit, écoutez, cette population de motards, elle ne fait pas partie des populations les plus aisées. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est fait partie des populations les plus vulnérables de notre pays. Donc, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Les auto-écoles, après négociation, ont accepté de baisser le prix de 260 000 à 150 000, soit une baisse de 110 000 francs, qui n'est pas négligeable pour une entreprise privée qui travaille pour le profit. Après, les centres de visite médicale, eux aussi, ils étaient à 200 000. Après négociation, on est tombé à 120 000. Donc, ils nous ont expliqué... Une réduction de 80 000. De 80 000. Ils nous ont expliqué pour des problèmes d'intrants qu'ils doivent utiliser pour les examens, tout ça, ils ne pouvaient pas aller au-delà.
Donc, les efforts ont été faits sur le prix. Là où il n'y a pas eu d'effort, peut-être, c'est sur le prix du permis en lui-même, les 580 000, qui est un prix fixé par arrêté sur lequel nous, on n'a aucun moyen. Mais heureusement, notre ministre a fait une annonce et j'ose et j'espère qu'il va pouvoir convaincre ses collègues en conseil de ministres pour essayer peut-être de revoir ce prix-là à la baisse. Mais ça, c'est au niveau plus haut, c'est plus à notre niveau. Oui, moi je vais parler des cas d'accidents dans les rues. Je me demande s'il y a une semaine ou un jour qui se passe sans voir un motard qui soit provoque ou qui est victime d'accidents de circulation dans la rue. Est-ce qu'avec ce processus d'obtention des permis et tout, est-ce qu'il y a des mesures ou des sanctions? Je ne sais pas moi, est-ce que vous avez mis des garde-fous par rapport à ces multiples cas d'accidents qui endeuillent quand même? C'est bien beau de chercher l'argent et faire nourrir la famille, mais quand l'on ne vit plus, c'est autre chose. Ça va au-delà de la dépense. C'est vrai. Donc, ou est-ce que déjà il y a des mesures à votre direction que vous mettez en place par rapport à ces cas d'accident? Ok, bon, en fait, je vais vous dire, l'initiative de ces permis, justement, est partie de ce constat. Parce qu'aujourd'hui, en cas d'accident, les victimes ne sont pas prises en charge. Parce que aujourd'hui, conduire sans permis, c'est déjà être en infraction. Donc quand on fait un accident, ils ne sont pas pris en charge par les assurances. Donc le ministère des Transports, on s'est dit, on doit jouer notre rôle. C'est de régulariser ces gens-là pour leur permettre d'avoir un permis qui va les pousser et leur permettre d'avoir une assurance, ne serait-ce que de prendre en charge les victimes qu'ils causent. Parce qu'aujourd'hui, si un motard te touche ou que toi tu le touches, c'est toujours toi qui paye. Toujours. Comprenez? Donc il faut qu'on essaye de voir pour que cet état de fait cesse. Parce que ça pèse non seulement sur les budgets des familles. D'après les enquêtes qu'on a faites au début, en début de cette année, un accident de moto coûte en moyenne à 12 millions aux familles de francs guinéens. Et 12 millions, bon, peut-être pour certains Guinéens, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme. Mais pour la majorité des Guinéens, je pense que c'est la mer à boire. Et après, il y a les victimes qui sont à la charge de leur famille. Il y a des victimes qui sont des soutiens de famille. Quand elles subissent des accidents comme ça, c'est toute la famille qui en souffre. Ça pèse aussi sur les finances de l'État. Parce que quand vous venez dans les urgences des hôpitaux, vous êtes dans un état critique, l'hôpital, ne serait-ce que les premiers soins, est obligé de les prodiguer dans le budget de l'hôpital. Et après, l'hôpital ne peut pas se faire rembourser par quelqu'un. Souvent, si tu n'es pas assuré ou si l'assurance refuse de prendre en charge parce que tu n'es pas à règle. Donc, c'est pour cette raison qu'on veut pousser, parce que c'est devenu un problème de santé publique. Il faut se dire les choses clairement. Donc, ne serait-ce que pour les victimes, pas pour les motards, c'est une mesure qui est bonne parce que demain, en cas d'accident, ils seront pris en charge. Oui, directeur, pour annexer un peu la question de Safi, je vous vois un peu aller avec, je ne dirais pas prudence, mais vous avez peut-être peur. Voilà, avec douceur. Merci de me passer le mot. Mais après, je me dis, la circulation, c'est la vie. Est-ce que nous autres, c'est-à-dire les autres usagers qui ont des permis, personne n'est inquiété? Tu te dis, quelle que soit l'infraction que tu commets, peut-être que tu es sanctionné, mais après, tu as encore ton permis. Est-ce que vous n'avez pas pensé à mettre des points? Comment ça se fait ailleurs? Par exemple, tu fais une infraction, tu as moins 5, et si tu te rends compte que tu vas perdre tes points et reprendre ton permis, tu vas réfléchir longtemps avant de briser un feu. Bon, le permis à points, je crois que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé au ministère. Personnellement, je pense qu'on est un peu loin de ça. Cherchons d'abord à former le peu de personnes qui sont dans la circulation. Et parce que bon, aujourd'hui, comment vous allez appliquer les permis à points? Parce que ce n'est pas de mettre des mesures, il faut une application correcte sur le terrain. Aujourd'hui, vous prenez dans la réglementation guinéenne. La réglementation impose, si j'ai bonne mémoire, que chaque 3 heures de conduite, qu'il y ait un temps de pause de 30 minutes. C'est la réglementation qui le dit. Ce n'est pas moi en tant que directeur national. Mais sur le terrain, comment l'appliquer?
C'est impossible. C'est difficile de savoir un véhicule qui a quitté par exemple Conakry, de définir à quelle heure il a quitté. Exactement. La plupart des accidents aujourd'hui, d'après nos enquêtes, c'est dû à deux choses. Le manque de contrôle technique, la surcharge. Il y a un règlement CEDEAO qui parle... Vous n'allez pas rajouter l'excès de vitesse Il y a l'excès de vitesse, mais très souvent, les gens vont plus vite ailleurs. Parce que ici, tu ne peux même pas rouler très vite, il y a trop de tournants dans la circulation. 100 km/h, bon, c'est vrai, avec les courbures très accentuées, c'est beaucoup. Mais les surcharges causent beaucoup de problèmes. Ajouter à la vitesse la surcharge, la voiture peut aller plus rapidement dans un ravin ou quelque chose de ce genre. Donc aujourd'hui, on est en train, par exemple, de penser à comment régler cela. D'accord. Mais on ne peut pas aller directement à la répression. La répression doit venir après. Le permis moto, on va former les gens, on va délivrer des permis. Il y a le comité d'évaluation dont je vous ai parlé qui se réunit chaque 3 mois. Quand on verra qu'on a fait notre devoir, les récalcitrants maintenant, c'est normal qu'on essaye de... Je pense que vous êtes un peu dans les actions... On va évoluer un peu. On va parler des bus de transport. On n'en a pas. On n'a pas de bus. À quand il faut s'attendre à ça, monsieur le directeur? Dites-nous que c'est demain. C'est pas demain. Comme vous avez dit, c'est demain. Alors demain, je peux sortir ça, chercher un autre agent roulant. Peut-être que je vais pas te prendre. S'il faut attendre le bus ne va pas arriver. Le problème du transport urbain, c'est un problème qui se pose à la Guinée depuis plusieurs années. La seule société de transport, en tout cas de mémoire de Guinéens, qui a marché ici, c'est la société Sogetrag. Depuis que Sogetrag est morte, on a eu beaucoup de sociétés. Mais ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a pas prospéré. Donc aujourd'hui, le gouvernement a décidé de relancer le transport urbain. Mais comme toujours, je vous ai dit, on veut faire les choses en évitant les erreurs du passé. Au moment où on parle, il y a 50 bus qui sont déjà arrivés à Conakry. D'accord. Qui sont stockés à Matoto, au dépôt des bus. Mais on a deux problèmes majeurs. Le premier problème, tous les abris et arrêts bus qu'il y avait ont pratiquement disparu ou occupés par des vendeurs. Donc aujourd'hui, il faut récupérer ça, construire là où c'est complètement gâté, réhabiliter là où ça existe encore. Mais chez Diallo, ça ne doit pas prendre le temps. Ça ne prend pas le temps. On a les services de sécurité pour dégager les gens. C'est là que les lieux sont connus. Les lieux, d'abord, il fallait... Parce que ce n'est pas forcément les mêmes lieux. D'accord. Conakry a évolué, comme l'a dit M. David. Donc aujourd'hui, on a situé, on est allé, on a fait... Il y a eu un nouveau découpage et maintenant les communes même ont augmenté. Même les communes ont augmenté. Donc aujourd'hui, à travers Autuc, qui est une autre direction du terrestre, on a recensé 100 points d'arrêt au niveau de Conakry. Donc les points aujourd'hui sont connus. On a lancé un appel d'offres pour la production des abribus et leur installation. Il y a un abribus témoin. Si vous passez au niveau de la Banque centrale, en face, vous verrez un abribus qui a été mis là il y a à peu près 1 mois, ou moins d'1 mois. Donc ça, c'est l'abribus témoin qui a été validé. Donc maintenant, les abribus sont en production pour être redéployés dans Conakry. D'accord. Donc, ce n'est pas du tic au tac. Ça prend du temps. Alors maintenant, il faut... Après, la prochaine étape va être quoi? Aujourd'hui, on est dans le processus de recrutement de l'exploitant de ces bus. Et ce n'est pas chose aisée. Il y a un téléspectateur qui est en train de dire qu'on aurait pu faire ça avant de faire venir les bus et les garer à Matoto. Il a raison, le processus a commencé avant, mais on n'est pas responsable de la qualité des offres qu'on reçoit. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'a instruit notre ministre,
il vaut mieux prendre du temps et faire le bon recrutement, le bon exploitant, pour que les bus soient pérennes, que de se précipiter pour faire un effet tape à l'œil, mettre les bus en circulation qui vont circuler et commettre les erreurs. Exactement. Les erreurs du passé. Et je peux vous dire que tous les jours que Dieu fait, on reçoit des offres qu'on étudie. Aujourd'hui même, il y a une commission qu'on a formée, il y a 2 mois de cela, pour ces offres-là. Et on est en train de discuter de ça. On est tenté maintenant d'aller parce qu'il n'y a aucune offre qui est satisfaisante sur les 2 conditions. C'est-à-dire la condition technique et la condition financière. Parce qu'il faut une offre financière et une offre technique. Et toutes les offres que vous recevez sont des offres locales, quoi? C'est soit, non, il y a des offres même d'entreprises étrangères. Ok. Mais les offres, c'est soit financièrement, elles sont viables, mais techniquement, elles ne sont pas viables. Okay. Il y a d'autres qui techniquement sont viables, financièrement non. On est en train de penser comment faire une joint venture entre ceux qui sont viables financièrement et ceux qui sont viables techniquement. D'accord. Donc, il faut les appeler, les mettre ensemble, sous l'arbitrage, bien sûr, de l'État, pour qu'ils puissent se mettre ensemble en joint venture et exploiter les bus. D'accord. Ali Moussoiré, réaction des téléspectateurs avant la rubrique, ça sera dit. privatisé. Bonsoir à vous, messieurs, madame. J'aime votre émission. Juste pour remercier les jeunes qui ont sauvé la vie des enfants. Madina École, c'est monsieur Bangoura Fasciné depuis Kamsar. Merci à vous, chapeau aux valeureux chroniqueurs de Grand Angle pour vos différents éclairages sur la société. Le transport terrestre a vraiment besoin d'une réelle réforme dans la mesure où les accidents tuent plus que le sida en République de Guinée. Cette question doit impliquer d'autres départements pour le suivi et le contrôle. Bonsoir l'émission Grand Angle et les débatteurs. En fait, le prix est trop élevé. Au moins, ils devront diminuer jusqu'à 200 000 francs guinéens. C'est son avis. Bonsoir, vivement que ce secteur soit réglementé, tout en espérant que le passage du permis se fera dans les règles de l'art, car il y a trop de dégâts dans la circulation, tout en espérant que la police va exiger le respect total de la loi. Bonsoir à toute l'équipe. En fait, quel est le prix normal fixé pour les permis de conduire de la moto? Parce que les gens confondent trop, même c'est M. Camus depuis Koya. Bonsoir M. Diallo. Pensez-vous que si on a eu le permis de conduire, il n'y aura plus d'accidents? Bonsoir, Grand Angle, je viens de vous. Ma question est de savoir si les motos personnelles font partie et quand les Guinéens vont voir leur propre avion signé à l'air depuis comme ça. Bonsoir à ce Piou Guilavogui, étudiant à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Je vous soutiens. Merci à vous. C'est M. Tonkara. Ma question est pour M. le directeur. Est-ce que les permis peuvent résoudre des cas d'accident en Guinée ou l'insécurité ou plus ou moins l'incivisme des conducteurs, voitures, motos, tricycles? On a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Par contre, cette question, je crois, il n'y a pas raison de la poser. Quelqu'un peut avoir son permis et provoquer un accident là. Par contre, la question, quel est le prix du permis pour la moto, par exemple? Personnel. Oui. Donc, peut-être était ça. Non. 890 000. En fait, le permis, il faut le décomposer en deux. Il y a les accessoires et le prix du permis lui-même. D'accord. Voilà. Ces accessoires sont obligatoires? Bien sûr. Donc, ça fait combien? 890 000. 890 000. On demande si ce ne sont pas, par exemple, les motos personnelles. C'est le même prix. Non, c'est le même prix. C'est la même formation. D'ailleurs, pour les motos personnelles, pour les néo-patentés, comme on dit, c'est encore plus long. Okay. Le prix reste le même, mais le temps de formation, parce qu'eux, ils devront faire 30 heures de théorie et 40 heures de pratique. Ok. Pour les nouveaux. Pour les nouveaux. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Dans un instant, la rubrique Ça se dit, on prendra deux Ça se dit, et puis ça sera la fin de ce numéro. Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relaient vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. Ça se dit.
De retour donc sur ce plateau contre de la rubrique Ça se dit. Alors, M. Diallo, nous avons une rubrique, on vous rapporte les propos des téléspectateurs que nous avons contactés avant le démarrage de l'émission. On leur a parlé de votre arrivée sur notre plateau et puis ils nous ont fait des suggestions. C'est ce qu'on appelle Ça se dit. Safiatou, ça se dit que... Oui, ça se dit que, monsieur, vous êtes très tendre avec les chauffeurs des camions, des engins lourds. C'est pourquoi il y a assez de dégâts. Il y a tout de suite là une mesure qui est prise et après, ce n'est pas respecté et c'est les dégâts. La Direction nationale des transports terrestres est tendre avec les gros poids. Les gros poids. Bon, sur ça aussi, il y a une mesure qui va entrer en application bientôt. Qui ne sera pas comme les autres mesures qu'on a connues là. Hein? Non. En fait, nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la formation. Et la professionnalisation. Normalement, on ne doit pas être transporteur de marchandises sans avoir une carte professionnelle. Qui n'est pas actuellement en application. Mais on ne peut pas la mettre en application sans avoir les écoles de formation. On les forme, on leur donne une carte professionnelle. Qui leur apprend comment charger, comment gérer les passagers. Bon, enfin, bref, il faut ça. Donc, on n'est pas tendre avec les poids lourds. On est en négociation très avancée avec des Marocains. D'ailleurs, on devrait aller là-bas, qui vont installer l'école de formation pour les professionnels du transport. Avec un âge requis. Pourquoi le Maroc? Pardon? Je dis avec un âge requis. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les chauffeurs qui n'ont pas peut-être même sur les permis, normalement, l'âge pour conduire un camion, c'est 21 ans. C'est la loi qui le dit. Bon, après, c'est respecté ou c'est pas respecté parce que tout le problème, c'est dans le renouvellement des permis. Moi, aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est... Bon, je ne sais pas si le temps le permet. Le temps ne nous permet pas. Idrissa, très rapidement, ça sera le dernier, ça se dit. Directeur, ça se dit qu'au niveau du ministère des Transports, notamment au niveau de la DNTT, que vous n'avez pas peur, mais que vous hésitez à appliquer des décisions. C'est le cas, par exemple, des plaques rouges, que dès que vous engagez des répressions et qu'il y a des bruits, vous restez dans vos... Vous reculez. Vous avez peur? Bon, ce n'est pas la peur. C'est quoi? La prudence, la diplomatie. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de plaques rouges dans la circulation. Ça existe quand même. Ça existe un peu, mais il n'y en a pas. Aujourd'hui, je peux même me hasarder à dire que 90% du parc est passé. Oui, ça se renouvelle très rapidement. Ça se dit que M. le directeur réfléchit beaucoup avant de répondre à une question pour éviter des sanctions au niveau du ministère. Si ce bon, ça c'est pas... Non, c'est pas le cas. Même quand on voit Idrissa Alors, quand même. Monsieur le directeur, ça se dit que Grand Angle est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Et peut-être vous avez un dernier mot, très rapidement. Bon, je remercie les téléspectateurs, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'espère que... Vous reviendrez. Nous, on espère que vous reviendrez un jour pour... peut-être parler beaucoup plus encore. Avec plus de temps pour parler de transport. Après la formation. Après l'étape de la formation. Après que je me forme pour le grand temps. Non. Voilà, ça a fini pour ce numéro de Grand Angle. Merci à Al-Khali Mohamed Keita et à toute son équipe qui était encore mobilisée aujourd'hui pour nous aider à produire ce numéro de Grand Angle. Merci à nos cadreurs placés derrière les caméras pour nous permettre, ou pour vous permettre, vous téléspectateurs, de nous voir. Vous nous avez suivis à l'étranger, merci de nous suivre. Visitez la Guinée, scandale géologique, la Guinée est un paradis. On vous rassure que quand vous venez chez nous, vous ne retournerez pas déçus. Portez-vous bien, ciao. Merci.